Yo, salut les rongeurs de platane, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux résultats financiers trimestriels de la WWE pour le deuxième trimestre de l'année 2020. Et on va voir en quoi. Eh bien, ce que j'avais annoncé il y a un petit peu plus d'un an, je crois que c'était en mai 2019, j'avais dit que au niveau comptable financier, la WWE n'avait plus aucune raison de faire des house shows. Et avec les résultats pendant la pandémie, sans aucun house show, eh bien vous allez voir que les profits ont explosé. Évidemment, d'une part à cause des droits télé, ça c'est sûr, mais que aussi tout ce qui est lié à house show n'avait plus de rentabilité et donc la WWE aujourd'hui n'en fait plus, gagne plus d'argent et dans le futur, lorsqu'il y aura de nouveau du public, etc. dans les salles, je ne suis pas certain qu'on revienne à une programmation de show habituelle. Alors cette année, au deuxième trimestre 2020, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin, la WWE a gagné 223,4 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un profit après taxes et impôts de 43,8 millions. Alors pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur de ce que ça veut dire, on va comparer tout ça avec les chiffres de 2019. On va rappeler qu'au deuxième trimestre en 2019, par rapport à cette année, il y avait tous les house shows, les Raw, etc. autour de WrestleMania, qui est toujours une période de l'année assez faste et importante. Et il y avait aussi un show fin avril en Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'était des sources éventuelles de revenus qui n'ont pas eu lieu en 2020. Et pourtant, ils ont tout explosé. Sans oublier le fait que cette année, même si WrestleMania a eu lieu aussi au deuxième trimestre, eh bien, il a eu lieu devant 0 personne. Donc aucun revenu tiré du show de WrestleMania, en tout cas dans le stade, je veux dire, merchandising, etc., etc. Donc en 2019, le chiffre d'affaires était plus important, 269 millions de dollars, donc ça fait combien ? Ça fait 46 millions de plus, mais c'est pas le chiffre d'affaires qui compte, comme vous le savez dans une société, c'est les profits, les bénéfices. Et contrairement à cette année où on a presque 44 millions de dollars de bénéfices, l'année dernière c'était seulement 10,4. Donc on voit que les résultats 2020 par rapport à 2019 sans show, on est à x4 en termes de revenus. C'est absolument énorme. Et le coup de pute dans tout ça, c'est que la WWE qui avait dit que tous les licenciements qu'ils avaient fait au début du mois d'avril, c'était pour économiser 4 millions de dollars par trimestre, eh bien, vu que vous savez, il y a une clause de 90 jours, donc 3 mois, après la fin du contrat, pendant laquelle les catcheurs ne peuvent pas catcher ailleurs et qu'ils continuent à être payés, c'était le cas cette année, eh bien ce qui veut dire que ces supposées économies pour justifier les licenciements n'avaient même pas eu lieu lors de ce trimestre record. Au niveau des revenus télé, des abonnements du network et des revenus en pay-per-view, tout ça combiné cette année, au deuxième trimestre, ça nous a donné 200 millions de dollars. Donc sur 223 millions de dollars de chiffre d'affaires, 200 millions sont dus aux droits télé, au network, etc. Ce qui fait qu'il y a le reste, une petite partie qui concerne le merchandising, les produits dérivés, etc. En 2019, ce chiffre il était de 197 millions, donc à peu près la même chose, mais dans ces 197 millions, on avait 50 millions de dollars pour le show en Arabie Saoudite. Les dépenses liées aux émissions télé par contre, et c'est là où ça joue beaucoup, eh bien cette année ça n'a coûté que 118 millions de dollars contre 170 millions l'année dernière, donc une économie sur le simple trimestre de plus de 50 millions. Et grosso modo, c'est là où on retrouve la plus grande partie de la marge, du profit, parce que, une fois de plus, voilà, on n'avait pas tous ces coûts liés au fait d'être en house show ou de devoir se déplacer pour les shows télé. Et de manière très intéressante, lors de la réunion des actionnaires qui a eu lieu il y a à peu près une semaine, eh bien, il était très clairement dit qu'une fois que le public sera de retour dans les salles et que la WWE sera de retour sur la route à faire 2, 3, 4 shows par semaine, eh bien les profits vont baisser, ce qui est complètement paradoxal, mais ce qui confirme bien ce que j'avais dit il y a un an. En ce qui concerne le network, eh bien, grosse augmentation. À la fin du mois de juin, il y avait près de 1 700 000 abonnés au network, avec 1 230 000 pour les États-Unis seulement. 3 mois auparavant, eh bien, juste avant WrestleMania, ce chiffre était de à peu près 1 500 000. Donc on a eu une augmentation de près de 200 000 abonnés au network, ce qui s'explique tout simplement, non pas par l'engouement généré par la WWE et de son produit, parce que cet engouement, on le mesure plutôt par les audiences télé qui sont en chute, en dégringolade absolue de semaine en semaine. Ces chiffres du network, ils sont simplement dus à la pandémie, au fait que les gens ne sortaient plus autant, ils n'allaient
plus autant en vacances, donc il y a moins de dépenses au quotidien qui sont... En fait, on a un style de vie un peu plus normal, on va dire, donc il y a un tout petit peu plus de sous qui sont disponibles pour les abonnements, streaming, etc. Et donc le WW Network en a bénéficié. J'en profite d'ailleurs pour faire une grande dédicace chaleureuse à tous les abonnés exclusifs aux vidéos privées de la clinique sur la Monday Night War, Raw, Nitro, Pay-Per-View WWE, Pay-Per-View WCW, pour ce petit abonnement que vous trouvez en bas de chaque vidéo ou sur la homepage de la chaîne en cliquant sur rejoindre tout simplement. Et là vous avez une boîte de Pandore qui s'ouvre avec plein de vidéos privées exclusives que vous ne voyez pas en temps normal sur la clinique. Avant, je parlais des audiences, effectivement elles sont en chute libre, que ce soit pour Raw ou SmackDown. NXT est un peu plus stable, mais en tout cas le sentiment général c'est que les droits télé qui sont payés par Fox pour le moment, et aussi par le USA Network pour Raw, qui s'était, on va dire, un petit peu calibré sur Fox, parce que Fox, à la base, on le rappelle, voulait acheter Raw et SmackDown. Ils n'ont eu que SmackDown, parce que USA Network a fait monter les... a offert plus d'argent à la WWE, parce que la Fox avait fait augmenter les enchères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si Raw est resté sur le network, USA Network a dû payer beaucoup plus pour s'assurer que Fox ne récupère pas les deux shows principaux de la WWE. Mais voilà, donc grosso modo, tout le monde est à peu près au courant que Fox a beaucoup trop payé, et fin 2021 jusqu'à la moitié 2022, ce sera la période où vont recommencer les négociations pour un éventuel renouvellement du contrat télé. Ce qui est sûr, non c'est pas sûr, mais en tout cas c'est très probable que Fox revoit son budget WWE à la baisse, si tant est qu'il renouvelle le contrat, parce qu'on va rappeler également qu'à l'international, dans de nombreux pays, eh bien la WWE a été déprogrammée au profit de la AEW en raison des mauvaises audiences. Donc la qualité presque horrible des shows WWE actuels, rajouté au fait qu'il n'y a plus de public, parce que moi ça m'empêche je ne peux pas regarder du catch sans public, donc ce qui fait que tout le monde se détourne du produit WWE. Et le peu de public qui reste, c'est pas un public qui a une grande valeur, parce que c'est la moyenne d'âge, par exemple pour NXT, la moyenne d'âge des téléspectateurs c'est de 56 ans. C'est pas du tout dans ce que recherchent les publicitaires pour donner des budgets aux chaînes télé, etc., et justifier les droits qui sont reversés à la WWE. Donc tant que la WWE n'arrive pas à rajeunir son public, à rajeunir la cible qui regarde ses shows et qui sera la cible des annonceurs publicitaires, ça va être très compliqué de maintenir une telle rentabilité au niveau des droits télé dont ils bénéficient. Avant, je parlais des droits télé USA Network pour Raw. Chaque année, c'est 265 millions de dollars qui sont versés à Raw. Et si on regarde, c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive sur certaines semaines ou certains segments de show. Raw et la AEW font les mêmes audiences, alors que la AEW dépasse timidement les 800 000, plutôt entre 690 et 800 000 téléspectateurs. Mais même avec 2 fois moins d'audience que Raw, le segment 18-34, 18-49 ans, qui est le segment important pour la rentabilité des publicitaires, et c'est la même chose pour YouTube, eh bien, il faut savoir que AEW et Raw ont les mêmes performances sur cette tranche d'âge. Donc, théoriquement, USA Network, le deal avec la WWE a été négocié il y a longtemps, avant les débuts de la AEW. Mais il faut comprendre qu'en termes de business, le produit AEW, sur certains segments, certaines fois, pas toujours, mais c'est suffisamment étonnant pour le noter, a la même valeur commerciale que Raw. Alors le point par contre, où Vince McMahon n'a pas essayé d'enfumer les actionnaires en racontant toujours des conneries, des balivernes, des explications qui tiennent pas la route et qui sont contredites dès le premier épisode de Raw ou de SmackDown qui suit les réunions d'actionnaires, eh bien c'est que il est très compliqué, et là c'est pas que ça, mais il a énormément raison, c'est très compliqué de faire un produit de catch attractif sans des salles pleines. Alors c'est pas forcément des immenses salles de 1000 personnes, mais seulement 1000 ou 2000 spectateurs, ça suffit largement. La AEW l'a montré avec brio dans de nombreux épisodes, dans des petites salles de 5000 personnes qui étaient remplies que 2500, 3000 spectateurs, ça suffisait pour créer une énorme ambiance. Et la WWE elle-même, notamment je crois à l'époque de Stomping Ground 2019, les Raw avant ou après, lorsqu'ils étaient dans l'état du Washington, il n'y avait eu que 2500 personnes dans la salle pour Raw. Pourtant, avec les effets de production et tout ça, ça met de la poudre aux yeux, et en termes d'ambiance, ça n'empêche pas de présenter un produit qui donne l'image de quelque chose couronné de succès, on va dire. Toujours concernant les audiences de Raw, si on compare 2020 à 2019, on a une baisse
ça c'est uniquement sur les audiences intégrales de Raw, de 23,5% en un an seulement. Et je crois qu'en 2 ans, j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble qu'on est aux alentours de 40 voire 45% de baisse par rapport à 2018. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est surestimé la baisse, mais en tout cas c'est une baisse énorme. Et 2018, on rappelle que c'est l'année lors de laquelle la WWE négociait ses contrats avec Fox et USA Network pour les diffusions à partir d'octobre 2019. C'est pour ça qu'on peut tout à fait penser que lorsque les négociations vont recommencer, ce sera plus le même son de cloche et il y aura ce que je crains depuis très longtemps et que j'annonce, un gros retour de bâton pour la WWE, à moins qu'elle arrive à proposer quelque chose de différent pour qu'elle puisse toujours être payée aussi grassement. Pour ce qui est de SmackDown, l'année dernière, on avait grosso modo, sur le deuxième trimestre, 2 millions de téléspectateurs en moyenne. Et l'augmentation depuis le passage sur Fox, là pour le deuxième trimestre 2020, elle est très légère, c'est 2 100 000 téléspectateurs. Donc ça fait une augmentation de 4,5%, certes, mais il faut garder en tête que Fox est disponible dans 34 millions de foyers supplémentaires par rapport à l'année dernière sur USA Network. Ce qui veut dire que, à chiffres égaux, si SmackDown n'a pas augmenté de au moins 30% ou un truc comme ça, eh bien, ça ne peut être qu'une baisse significative et une réelle déception. Et donc comme là, on a une augmentation seulement de 4,5%, alors qu'on est diffusé dans 34 millions de foyers supplémentaires sur un total, je crois, aux États-Unis de 120 millions de foyers, 115 millions de foyers, je ne sais plus exactement, ou 130, bref, peu importe. Vous imaginez bien que mécaniquement, normalement, on aurait dû avoir une augmentation énorme des audiences. C'est pas du tout le cas, très loin de là. Le gros point positif, par contre, c'est que les ventes de produits dérivés ont beaucoup augmenté. Concernant les jeux vidéo, les consoles, les applications, etc., on a augmenté de 0,3 millions de dollars, donc 300 000 $ de plus par rapport à l'année dernière. C'est toujours ça de prix. Par contre, au niveau du merchandising, là, la pandémie s'est fait sentir, on est à la maison, on a un petit peu plus de sous à dépenser. L'année dernière, c'était 6,6 millions, cette année, on a presque doublé, 12,6 millions de dollars pour une explosion du business des produits dérivés, t-shirts, etc. Et aussi les nouvelles ceintures qui sont sorties, avec notamment celle de Triple H signé et du Brahma Bull du Rock. Donc tout ça combiné, ça permet d'expliquer l'explosion de la rentabilité du shop en ligne WWE. Voilà les amis, c'est fini pour les chiffres qu'il faut retenir de ce deuxième trimestre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la WWE, si elle continue ainsi et si les audiences continuent à baisser, ça va être très compliqué de maintenir sa rentabilité parce que les chaînes de télé forcément vont dire on peut plus vous donner autant d'argent alors que les audiences ont été presque divisées par 2. Combiné à ça, la WWE n'a plus de rentabilité en termes de show live. Ils ne remplissent plus suffisamment, en tout cas ils ne remplissaient plus suffisamment les salles pour que les house shows soient rentables. Donc ça aussi, il est possible qu'ils n'en refassent pas parce qu'aujourd'hui on a bien compris que la rentabilité de la WWE, elle est uniquement liée aux produits télé. La WWE ne fait plus de catch, elle fait du catch pour la télé. Et ça, c'est une distinction qu'il faut bien comprendre. Dans le futur, la WWE a un paquet de cash, une trésorerie suffisamment énorme pour ne pas être inquiété pendant, peut-être la nuit des temps, mais au moins 5, 10, 15 ans. Par contre, si on met cette considération de côté et qu'on imagine que la WWE aujourd'hui, avec cette activité et dans les années 90 par exemple, années 90 où la rentabilité était due au succès du produit qui ramène des gens dans les salles, eh bien la WWE aujourd'hui frôlerait la faillite, ça c'est certain, comme c'était le cas d'ailleurs en 95, 16 et début 97. Mais Dieu merci pour eux, eh bien le business model, l'industrie de la télé, l'industrie du catch a complètement changé de manière très drastique dans les dernières années et aujourd'hui ça permet donc à la WWE d'avoir une santé financière absolument géniale, alors que les curseurs qui permettent de déterminer la qualité et le succès de son produit sont aujourd'hui complètement dans le rouge. Le produit WWE n'intéresse plus personne.